Ok. Oui, Wow. bonsoir à tous et à toutes à la nouvelle séance du bistrot politique d'Espace Mars. Nous espérons d'ailleurs que la prochaine initiative, fin novembre, nous le ferons en présentiel. Nous enregistrerons bien entendu la soirée. Et donc, sans attendre, je vais passer la parole à Lynn Gillon, notre invitée de ce soir. Lynn, comme je vous l'ai mis dans l'invitation, est adhérente et militante à la CGT et en même temps, elle représente la CGT au Conseil économique et social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais elle va se présenter, vous en dire un petit peu plus. Donc pendant une trentaine de minutes, elle va avoir la parole, comme je vais couper les micros, et puis je vous les réouvrirai au fur et à mesure pour prendre la parole d'ici une demi-heure. Donc Lynn, écoute, c'est à toi. Ok. Eh bien, bonjour et je vais déjà vous dire un petit peu ce qui me motive à prendre la parole dans ce bistrot politique. Juste, en fait, peut-être une invitation à partager mon propre questionnement et à cheminer de ce qui est pour moi au départ une sorte d'intuition forcément isolée, vers une conviction que j'aimerais pouvoir partager, étayer, argumenter et qui puisse fonder une parole politique offensive, parce que je pense que ça fait défaut sur beaucoup de choses, et notamment par rapport à la situation qu'on vit dans le cadre de cette foutue pandémie. Donc d'emblée, effectivement, au départ de la pandémie, moi, ce qu'il m'est apparu, c'est que le problème sanitaire était saisi à usage politicien par le pouvoir en place, pour le moins en France et sans doute ailleurs. Tout un langage, une logistique sécuritaire d'urgence sont venus nous dire que c'était très grave, et les consignes successives, éventuellement contradictoires, sont venues grossir les angoisses, l'anxiété générale devant un événement quasi improbable pour nous, société occidentale, qui nous considérions au-dessus de ce genre de problème, débarrassés, notamment grâce au vaccin, de cette forme de vulnérabilité individuelle et collective. Donc la dite crise sanitaire, hécatombe annoncée, venait opportunément balayer les sujets conflictuels alors sur la place publique, notamment en France, la question de la réforme des retraites, mais aussi dans nombre de pays à l'international, avec des problématiques différentes, mais des sujets conflictuels qui faisaient que les peuples étaient en train de bouger. Et donc, en même temps, camoufler la crise structurelle du capitalisme et lui préparer vraisemblablement un nouveau souffle. Donc, j'ai appréhendé cette question d'emblée dans ces termes-là. Alors, je suis quand même allée chercher quelques petites sources d'informations pour ne pas rester sur ce qui pouvait être effectivement un a priori idéologique, certes, et il me semblait utile d'essayer de chercher quelques éléments d'analyse ailleurs que dans le discours officiel, que par ailleurs je n'entends pas beaucoup parce que je n'ai pas de télévision, que je n'écoute pas spécialement les grandes chaînes radio, etc. Donc, mais on y arrive quand même, ça arrive quand même jusqu'à nous, même quand on n'est pas doté de tout cela. Alors, d'abord, je veux quand même faire une petite réserve parce que sur l'analyse du problème de santé, ce que je veux dire d'abord, c'est que j'aurais aimé aborder la question non seulement dans sa dimension française, mais je pense que la dimension internationale est très importante, mais je ne la maîtrise absolument pas parce que je suis sous-informée et que je suis aussi paresseuse et que je ne vais sans doute pas suffisamment à la recherche des informations utiles. Donc, je le signale parce que je pense que c'est une dimension essentielle pour approcher complètement la question. Voilà. Donc, je suis allée, disais-je, à la recherche d'informations diverses et variées pour essayer d'objectiver un petit peu les choses et de les comprendre autrement. Et j'ai pu lire le blog de Muccelli à un moment donné, depuis censuré. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps Christian Vélo, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais aussi Didier Fassin. Didier Fassin, c'est un médecin de santé publique Attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas sûre de ne pas en dire une. Donc, il est au moins médecin de santé publique et il a en charge la chaire santé publique au Collège de France. Alors, il a
fait une conférence qui est relativement académique, mais néanmoins où il soulève des questions qui, bout à bout avec tout ce que j'ai lu et entendu par ailleurs, viennent conforter mon intuition initiale et me faire penser qu'effectivement, la posture qui est adoptée pour aborder cette question sanitaire n'est pas d'abord une posture de santé publique et une posture scientifique, mais repose sur des a priori vraisemblablement à enjeu politicien et à enjeu de pérennité et de renouvellement du modèle capitaliste. Donc, je me dis que devant cela, on ne peut pas rester simplement centré sur la question médicale et de santé qui, pour autant, n'est pas à négliger et qui est importante. Ceci dit, franchement, depuis le début, je me dis si ce virus était vraiment aussi féroce et méchant qu'on nous l'a fait craindre, vu la qualité de la politique menée du point de vue de la santé pure et simple, je pense qu'on serait tous à moitié morts, quoi, parce que franchement, je pense qu'on en a vu de toutes les couleurs, quoi. Alors, je souhaite effectivement, enfin, je souhaite essayer de partager sur ce sujet, d'autant que personnellement, je n'ai aucune expertise particulière pour apporter des éléments de réflexion plus objectifs ou plus scientifiques, etc. Je n'ai pas de place dans les rouages des institutions qui sont les plus exposées au sujet, pas dans le champ médical, paramédical, etc. J'ai envie de dire que je suis un peu hors jeu. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'essayer de confronter mon point de vue à d'autres, mais hors jeu en étant en même temps plein jeu, c'est-à-dire plein jeu par en fait ma seule position de citoyenne parmi tous les autres citoyens et citoyennes, simplement. Et citoyenne modestement impliquée depuis toujours dans tout ce qui est la vie sociale, passionnée des questions de société et donc de la politique. Donc, c'est sûr qu'au moment du surgissement de ce problème sanitaire dans notre contexte de société totalement déstabilisée, je l'ai abordé d'emblée sur le terrain du politique avant de le vivre profondément sur le terrain du risque sanitaire. Alors, je déplore, donc oui, de ne pas avoir toutes les dimensions de ce problème et notamment dans l'analyse qu'on peut faire au niveau international du sujet, mais je pense aussi que malgré cela, on peut au niveau national déjà tirer quelques enseignements des observations qu'on peut mettre en commun. Donc c'est une invitation à cela que je me permets de faire. Alors, pourquoi précisément l'évoquer ce sujet au bistrot politique? J'ai retenu de mon parcours modeste de mes cours de philo quand j'étais lycéenne et qui m'ont quand même bien marqué, et puis ensuite de ce que j'ai lu un peu plus tard, des profs d'économie marxiste ou de sociologie qui étaient également marxistes et qui m'ont fait connaître Althusser à l'époque. J'ai retenu quelques petites choses, bien sûr, survol, mais néanmoins des petites traces qui ont participé à constituer ma manière de penser, sachant qu'initialement j'étais quand même née communiste, on pourrait dire. Voilà. Donc de ce que j'ai cru comprendre de tout ce cheminement, je considère que l'analyse dialectique des contradictions de la société contemporaine fait besoin et urgence, et qu'elle fait aussi cruellement déficit depuis déjà un certain temps, et qu'elle est d'autant plus urgente aujourd'hui
que la pandémie Covid vient exacerber les contradictions du modèle capitaliste. Voilà. Donc, les contradictions elles-mêmes, bon, je pense qu'on les identifie tous, ces lieux de contradiction exacerbés. Ce sont les effets dévastateurs déjà de la politique de santé menée depuis une trentaine d'années sur notre territoire. Ce sont les inégalités entre les peuples et au sein des peuples. C'est le mépris de la valeur du travail, de l'environnement et de l'humain. C'est à l'échelle aussi de la défaite du modèle démocratique qui ne parvient plus à voiler la dictature du capital. Donc, je ne parle pas de l'enjeu européen, de la place de l'Europe et tout ça, je ne suis pas en mesure de le faire. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui se jouent là. Voilà. Mais d'une part, donc, le problème sanitaire vient exacerber toutes ces contradictions dans ces différents lieux, à ces différents endroits, mais aussi, il signe la victoire idéologique du capitalisme, il me semble. J'ai vraiment le sentiment que cette espèce de consensus qui s'est installé après une période de terreur, ce consensus qui vient s'installer autour de le vaccin, c'est notre sauveur, il faut le vaccin pour tous et le vaccin là, je pense que c'est quelque chose qui moi, me préoccupe par le fait qu'on ne l'interroge pas, cette idée, et que pour mon compte, pour avoir essayé de chercher un peu ce qui se disait, ça ne me semble pas aller de soi du tout que ce soit la réponse et la sortie véritable de ce problème-là. Donc ça, franchement, pour moi, ça fait cruellement défaut, et cruellement défaut de la place notamment des partis de gauche dits progressistes, qui semblent tous conforter l'idée que le vaccin, c'est la bonne solution. Et moi, j'aurais aimé qu'on puisse, que ce débat-là soit ouvert, que ça se discute, parce que si le vaccin a fait ses preuves à des moments de l'histoire, aujourd'hui, ce qui est utilisé comme étant un vaccin, est-ce que ça correspond totalement à cette notion-là? Et est-ce que ça produit en effet les effets attendus par rapport à la protection de la population, de toute la population, et à quelle échéance, etc. Donc voilà, donc moi j'interroge cela. Alors je ne suis pas du tout dans l'absolu contre les vaccins, tous les vaccins, ni contre l'idée qu'il puisse y en avoir un de vaccin qui agisse utilement et efficacement contre le Covid en l'occurrence. Mais voilà, je pense qu'il y aurait matière à se poser quand même des questions sur cela, et qu'en tout état de cause, quand bien même le vaccin est un élément de la stratégie qui pourrait être menée, il n'y a pas que cela. Et je pense qu'il ne faut pas, on fait l'impasse de plein d'autres éléments qui pourraient contribuer à nous protéger maintenant et dans le futur, parce que je pense que ce n'est qu'un épisode d'une longue histoire à suivre et passer d'ailleurs. Donc, je pense qu'on est un peu court sur cette affaire-là et qu'on se prive d'éléments d'analyse utiles pour le présent et pour l'avenir. Alors, je ne sais qui disait tout à l'heure, effectivement, le pass sanitaire et le vaccin, c'est deux choses différentes, et je suis bien d'accord. Le pass sanitaire n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure de contrôle, c'est d'abord une mesure coercitive pour pouvoir forcer à la vaccination les personnes qui ne sont pas complètement convaincues. Moi, je trouve ça profondément hypocrite, malhonnête et ensuite potentiellement liberticide au-delà de la question du vaccin lui-même. Je pense que ça engage surtout, que c'est quelque chose qui engage sur
un autre modèle sociétal qui déjà était en train de se profiler et qu'on enfonce des clous un peu plus forts à l'occasion de la pandémie. Et c'est pour moi, là pour le coup, si le vaccin, j'interroge simplement la stratégie et l'efficacité de ce qui nous est vendu pour être un vaccin. Concernant le pass sanitaire, je suis formellement opposée à cette modalité d'imposer la vaccination avec tout ce qu'elle recouvre par rapport à la vaccination elle-même et au-delà. Je trouve que c'est insupportable et grave par rapport au modèle de société à venir. Bon, il faut noter que le projet de loi là, qui reconduit le pass sanitaire potentiellement a été voté ces jours derniers avec une dizaine de voix d'écart entre les pour et les contre, sachant que tous les députés n'étaient pas là pour s'exprimer. Je ne sais pas analyser exactement la répartition des voix dans ce scrutin. J'y ai regardé de près, mais voilà, je ne sais pas. Enfin bon, j'ai vu que la République en marche n'avait même pas éprouvé le besoin de venir en masse, puisqu'en fait, eux, ils ont tous voté, enfin non, à 2 ou 3 près, ils ont voté pour, mais ils étaient que la moitié de leur effectif dans l'hémicycle, je dirais. Et bon, enfin, tout ça est un peu bizarre. En tout cas, on est reparti avec sans doute cette prolongation qui donne la main à l'exécutif pour nous jouer, comme il le joue depuis le début, cette alternative Père Noël, Père Fouettard, ou encore politique de la carotte et du bâton, hein, pour un peuple qui est de plus en plus anesthésié, infantilisé, et cela sous le poids d'une avalanche de chiffres dont la réalité a moins d'importance que l'effet qu'elle va produire dans la représentation qu'on se fait du problème. Alors, bien sûr, l'histoire rectifiera dans quelques dizaines d'années, mais il n'empêche que peut-être il faut qu'on se pose des questions. Au début de la pandémie, un espoir s'était exprimé. Cette situation particulière était peut-être de nature à générer un changement de modèle, puisqu'en fait, il signait quelques éléments d'une crise structurelle. L'Assemblée du Césaire Nouvelle-Aquitaine, à laquelle je participe en tant que mandatée CGT, a conclu un rapport qui a été sorti en fin 2020 en concluant effectivement de la nécessité de transformer le modèle pour demain, mais il n'y a rien d'automatique en cela. Et de mon point de vue, aujourd'hui, quand bien même le modèle économique est largement éprouvé et il est timidement contesté, il cherche un rebond et l'idéologie qui l'accompagne reste intacte, toute puissante, nourrie par les talents des communicants et la connivence des grands médias. Et face à cela, la pensée communiste s'est plus ou moins embourbée et elle ne parvient pas à projeter quelques perspectives offensives pour imaginer un autre avenir. Donc, moi, je questionne sur cela et je me demande, enfin, je ne comprends pas pourquoi les forces de gauche ne se saisissent pas des compétences d'un certain nombre de scientifiques pas moins sérieux que ceux que le président Macron a choisi pour constituer son conseil et qui pourrait apporter nombre d'arguments pour définir une autre stratégie de santé publique et en même temps clarifier les enjeux qui sont présents aujourd'hui dans cette situation. Pourquoi dans le même temps, il ne s'insurge donc pas davantage face à l'absence de débat, à la confiscation et au détournement du savoir au profit du pouvoir? Effectivement, moi, je pense que la science perd tout crédit dans cette histoire-là où, de fait, elle est totalement mise au service du politique. Et je trouve que tout cela nous dessine un avenir très inquiétant.
Donc les jalons qui sont posés à travers la stratégie choisie, en France en tout cas, mais je crains que ce soit un peu ailleurs pareil, ne préparent pas à une société différente, nouvelle. À l'inverse, ces jalons dessinent le réajustement du modèle capitaliste pour surmonter sa crise structurelle, se reconfigurer avec l'appui du numérique en un monde qui pourrait rivaliser demain avec le meilleur des mondes que profilait le roman d'Huxley, une humanité soumise et robotisée. Voilà ce que je voulais vous soumettre à la discussion. Merci Lynn pour cette présentation, sans cacher évidemment tes propres convictions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir là immédiatement, soit pour commenter, soit pour réagir, soit pour donner un point de vue identique ou différent? Moi, je peux prendre la parole? Vas-y, oui, oui, tout à fait. Alors, ça va être un peu confus, hein, ce que je n'ai pas préparé. L'idée que je me fais de toute cette période, après coup, c'est que, enfin, moi, en tant que personne, j'ai été comme tout le monde, confinée, déconfinée, reconfinée, obligée de travailler parce que je travaille dans le médico-social, obligée de me vacciner, donc pour des raisons, puisque je travaille avec des publics fragiles. Ce qui en soi, enfin, moi, mon souci, c'est que je donne de l'argent à Pfizer, hein, c'est tout. Hein. La vaccination, c'est mon problème, c'est ça, quoi. C'est que ça serait autrement, le vaccin serait autre chose qu'une rente pour certains, ça me gênerait moins, mais bon, j'ai été obligée de m'y soumettre. Alors, voilà, donc moi, pour une histoire personnelle, c'est vrai que moi, ça m'a saisi, je suis passée par beaucoup de convictions ou de non-convictions, d'incertitudes. Ce que je constate, moi, maintenant, c'est que le Covid, présenté comme une pandémie mondiale, ce qu'elle est, un problème alors, on va oublier l'histoire du laboratoire. On va penser plutôt à un problème écologique. Le fait est, c'est que ça amène à un discours écologique sur les problèmes, des problèmes qui recouvrent, qui cachent la dictature du capital, je dirais, enfin, je ne sais pas comment le dire, et où du coup, ce discours écologique est mis en avant d'une façon très frontale, en oubliant que cette histoire, elle n'est pas purement écologique, elle est capitalocène, comme on dit. Non, je ne sais pas comment dire. Et donc, il y a un deuxième discours qui est en train de se mettre en place avec aussi des prétendants à l'élection présidentielle en France. C'est-à-dire que l'écologique pour sortir des pandémies, mais qui payera? Qui gagnera? Les voitures électriques, les mêmes, puisque la structure n'est pas remise en question. C'est simplement nos comportements individuels. C'est ça que je voulais dire, mais voilà. Okay. Pas de problème, merci Anne. Tu as fini? Au moins pour le moment. Donc Alain, est-ce que tu veux donner quelques éléments de réaction ou de réflexion à chaud comme ça, par rapport à l'intervention de Lynn? Il faut que tu ouvres ton micro hein, si tu veux réagir. Sinon, je vais passer à quelqu'un d'autre. Tu m'entends? Voilà, on t'entend. Excuse-moi. Bon, ce que je voulais dire, c'est que l'intervention de notre collègue est passionnante parce qu'elle dit bien le désarroi dans lequel nous avons été plongés et que j'ai essayé d'en rendre compte dans une série d'articles. Alors, c'est très compliqué parce que il y a énormément de questions et moi, il y en a une qui me paraît importante, c'est que le Covid, c'est vraiment la représentation du système néo-capitaliste. Et je ne dirais pas du système capitaliste. Je trouve qu'on a dépassé cette zone-là
rien que par le fait que on utilise, ça a été dit très bien là, par un représentant d'ailleurs de Gilets jaunes, on utilise l'argent du travail pour défendre un système politique déterminé. C'est génial. En définitive, tout ce que Macron a donné à droite et à gauche, c'est le résultat de notre travail. Du travail, enfin, du travail à tous. Voilà. Donc, je pense que là, véritablement, on a un exemple précis du fonctionnement du néo-capitalisme. Et ça, c'est Barbara Stiegler, moi, à mon avis, qui le signale très bien quand elle indique que maintenant, on n'est plus au niveau du capitalisme, on est au niveau où l'État arrive à récupérer l'argent de manière à l'utiliser à ses fins propres. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La seconde remarque, c'est, comme j'ai travaillé beaucoup sur les 2 conférences de juillet et d'août de cette année de Macron, je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est sa formule, on va développer une écologie de production. C'est-à-dire que dans le fond, et là, c'est un véritable danger pour les élections prochaines, c'est-à-dire qu'on ne pose pas la question, cette production, cette mise en industrialisation de l'écologie, par exemple avec les éoliennes, avec le nucléaire maintenant qui revient sur la table, etc., on ne se pose pas la question des ressources. Alors, des ressources, c'est-à-dire des matériaux qui sont utilisés pour fabriquer tout ceci. Ce qui était frappant, quand je donne un exemple précis, c'est quand les élèves utilisent un portable. Ils n'ont absolument pas l'idée de toutes les matières qui sont utilisées pour donner la possibilité que ce portable fonctionne. Mais ces matières, elles viennent de pays d'extraction, etc., qui ont détruit des sols. Donc, quand on a une écologie de production, la première chose à se poser, est-ce que ça va reproduire le même système qui s'est produit antérieurement, c'est-à-dire qu'on va épuiser à la fois des peuples, parce qu'il y a des peuples qui travaillent pour pas grand-chose, pour donner ces matériaux. Et deuxièmement, est-ce que, en utilisant ces matériaux, ne continue pas à épuiser tout l'écosystème dans lequel nous vivons? Ça, c'est une remarque. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est sur les histoires de choix de l'épidémiologie. Alors, moi, j'aime beaucoup Didier Fassin. Je vis avec un médecin qui est, elle, fanatique de Didier Fassin, dont les analyses sont... Et je me rappelle ce bouquin, je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est Le Voyageur. Vous savez, là où il reprend, il y a eu quelqu'un qui a été tué par une brigade d'intervention et cette personne, dans le fond, était sans défense. Et on avait jugé à partir des déclarations des gens qui avaient monté l'assaut, qu'il avait de la défense alors qu'il n'en avait pas. Didier Fassin a refait toute l'enquête. Et je pense, si vous voulez, qu'au niveau, je reviens sur Didier Fassin, c'est-à-dire qu'au niveau de l'épidémiologie, il faut refaire toute l'enquête. C'est-à-dire que l'épidémiologie, il y a plusieurs tendances. Il y a un choix d'une tendance. Et cette tendance, qu'est-ce que ça a été? Ça a été la tendance des algorithmes. Alors que si on prend l'enseignement de l'épidémiologie que faisait Schwartz, c'était basé sur les écarts qui se passaient dans la société. Alors que là, on utilise les algorithmes dans cette épidémiologie-là qui conseille fortement tous les ARS. Bon, mais c'est extrêmement important parce qu'on va retrouver le même comportement pendant tout le temps du Covid. C'est-à-dire qu'on va amener progressivement les gens à se trouver sous la tutelle des algorithmes avec cette très belle expression du travail chez soi. Hein. C'est-à-dire que la personne
au lieu d'être en contact avec d'autres travailleurs, en contact de pouvoir échanger entre eux, va se trouver isolé avec sa machine. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? Bien que l'on puisse converser un petit peu là, mais un ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui fonctionne qu'avec des algorithmes. Et c'est là où je vous rejoins tout à l'heure, tout à fait. C'est que c'est tout à fait le meilleur des mondes. C'est le rêve, mais ça a traversé tous les siècles. Les dirigeants n'ont aucune idée, les gens de pouvoir, ceux qui n'ont aucune idée, c'est justement d'avoir un outil qui permette de... Voilà, je m'excuse, j'étais un peu long et un peu ennuyeux sans doute, mais je ferai part lors de la prochaine 14e rencontre, si tu veux, je ferai la synthèse des 6 articles que j'ai écrits sur le sujet. Ok, Alain, merci beaucoup. Marie, tu souhaites intervenir? On doit être parti vers quelque chose ou elle n'est pas loin. Jean-Claude Masson. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Bon, c'est extrêmement intéressant même. Je pense quand même que le problème auquel nous sommes confrontés, il me semble, la pandémie n'est probablement qu'un révélateur, et la mise en place de systèmes de contrôle qui, même sans elle, se seraient développés, le pass n'étant qu'un... Oui, un accélérateur. Oui, on peut le dire comme ça, mais je ne dirais pas que c'est marginal, mais je pense que le problème de fond auquel nous sommes confrontés est beaucoup plus celui du réchauffement climatique, dont il ne faut jamais oublier qu'il est dû à la consommation de 85% de l'énergie d'origine fossile, donc émettrice de CO2. Cela va engendrer des problèmes que le simple citoyen n'imagine pas. Par exemple, le premier, vous divisez par 2 la consommation de pétrole, de charbon, toutes ces choses-là. Comment vont vivre des pays comme le Venezuela, comme l'Algérie, comme le Qatar et bien d'autres pays. Mais un signal fort nous a été envoyé dernièrement par la volonté de la Chine de ralentir sa production d'électricité à partir de charbon. Xi Jinping a tenu 15 jours. Je vous laisse imaginer la division par 2 de la consommation d'énergie fossile, ce qu'elle va entraîner. Ne pas poser le problème de manière systémique me paraît une faute. Et je suis absolument effaré de voir le vide abyssal du monde politique aujourd'hui face à cette question, qui ne peut en aucun cas se régler nationalement. Dès lors, du moins moi j'analyse comme ça, il y a une montée en puissance des moyens de contrôle des populations. Et l'informatique, enfin quand je dis l'informatique, avec tous les systèmes de visio, tout ce que vous voudrez, d'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, convergent vers une mise sous tutelle, un contrôle des populations. En fait, l'enjeu est probablement, bien évidemment aussi, d'essayer de limiter la consommation d'énergie fossile, mais de maintenir la population dans les populations, hein, d'une manière générale, sous contrôle. Et ça ne va pas être facile. Parce qu'on peut parler de tout, hein, mais à un moment donné, il faudra bien que les gens mangent, et ils ne mangent pas de l'image liée à l'ordinateur. Non, ils mangent concrètement autre chose. Ils doivent avoir de logement. Regardez la crise du logement. Je pense vraiment qu'on se dirige vers, non pas un monde apocalyptique, mais tout simplement des îlots où, comment dirais-je, il y a des pays, des nations qui sont probablement les plus évolués, qui vont essayer de s'en tirer. Mais regardez actuellement, le vaccin,
Il y en a très très peu dans les pays d'Amérique centrale, il y en a très très peu dans les pays d'Amérique latine, il y en a très très peu en Afrique, il y en a très très peu aux Indes, et grosso modo. Et malgré tout, l'enjeu du dérèglement climatique qui se passe entre la Chine, l'Inde et les États-Unis, qu'on le veuille ou non. Parce que tout simplement, ce sont les pays, l'Inde et la Chine, les plus en avance dans de nombreux domaines, et surtout avec une population non négligeable. Oublier tout cela, c'est grave. Donc, ce qui se passe en France, on peut en parler autant qu'on veut. Il n'empêche que nous ne sommes que 60 millions d'habitants. Pour faire très très court, 60 millions d'habitants sur 8 milliards maintenant, 7 milliards 5, un truc comme ça. Oui. Et voilà, point. Mais il y a, comme on dit chez les Anglais, un trend, une tendance, voilà, une tendance qui me paraît évidente pour faire face au dérèglement climatique et maintenir le régime politique et social en France, qui est basé sur le capitalisme. Il faut mettre en place des moyens de contrôle des populations. C'est ce qui est en train de se passer. Pandémie ou pas. Et ça, bon, moi, je n'ai pas lu Huxley, bon, ça me paraît pas... mais ce qui se passe en Chine me paraît très intéressant, de ce point de vue-là. Eux, ils ont manifestement quelques longueurs d'avance, mais je ne pense pas, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Les États-Unis en particulier, et puis les vassaux dont nous faisons partie, montrent du doigt la Chine. Enfin, le contrôle d'Internet, la Chine n'innove pas. Elle n'innove absolument pas. Et le fait de savoir que toutes nos données sont quand même aujourd'hui dans nos pays, dans les mains de sociétés américaines. Enfin, comment ne pas être effaré quand on sait qu'un président de la République avait pu mettre en place le vote informatique avec des serveurs installés aux États-Unis. Moi, ça me laisse pantois. Que l'on ne se préoccupe pas non plus des câbles qui transmettent toutes nos informations. On se félicite, là, nous, ici, qu'il arrive sur la côte aquitaine vers le Jean-Mestras, si ce n'est pas le Jean-Mestras, enfin, c'est dans le quartier, sans se poser la question. Enfin, c'est quand même Apple, si je ne m'abuse, ou Facebook. C'est Facebook qui a posé ce câble et qui l'a financé. Enfin, mais qu'est-ce qu'il va faire des données? Enfin, il ne faut pas rêver, je veux dire. Nous sommes dans un monde maintenant de surveillance, la puissance de traitement des informations, ce n'est pas du complotisme, c'est absolument extraordinaire. Et tout est en place pour un contrôle des populations. Moi, je le vois comme ça. Par contre, le problème de la vaccination, personnellement, ne me pose strictement aucun problème, sinon le fait que je constate que nos champions français n'ont pas été capables d'en faire. Et ça, je ne dis pas que ça me fait rigoler, allez, je dirais simplement que ça me fait sourire, tout simplement sourire. Oui, nous sommes partis, moi j'en suis absolument convaincu, dans un monde où le contrôle des populations est devenu l'enjeu de nos dirigeants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Est-ce que, Marie, tu souhaites intervenir là ou pas? Voilà, c'est bon. Mon micro est branché. Je vais essayer de partir sur des sujets qui vont me permettre de ne pas trop m'énerver. Donc, je parlerai jusqu'au moment où je vais aborder les sujets qui m'énervent. Voilà. Déjà, bon, je me félicite et je félicite Dominique, je félicite tout le monde, Lynn, etc., pour enfin avoir amené le sujet sur le tapis. Bon, c'est dommage, on est 7, mais enfin, au moins, le sujet a été amené sur le tapis et au moins, on peut, tout du moins au départ, en parler sereinement et essayer d'étaler, de voir les cartes qui sont sur la table et pour les analyser. Et ça, vraiment, c'est énorme. C'est peut-être pas innocent que ça se fasse maintenant, parce qu'il y a quand même des choses qui, de plus en plus, devraient nous amener à douter de ce qui se passe, de ce qu'on nous raconte.
comme par exemple la 3e dose. Hein, c'est un peu inquiétant quand même. Hein. Bon, je ne rentre pas là-dedans, prudemment. Et c'est vrai aussi qu'il y a une autre chose qui devrait nous questionner, c'est le manque de contradiction. C'est-à-dire, bon, que l'on soit convaincu d'une chose, que notre gouvernement et la puissance publique soient convaincus d'une chose, bon, c'en est une, mais qu'il n'y ait aucune contradiction et que les contradicteurs, ceux qui ont essayé d'apporter, même pas contradicteurs d'ailleurs, ceux qui ont essayé d'apporter autre chose, sont traînés dans la boue, sont accusés des noms les plus épouvantables, alors que certains d'entre eux sont des scientifiques reconnus mondialement jusqu'à présent, enfin, etc. Et ça, je pense que ça devrait alerter, et qu'il y ait un silence, mais comme une omerta dans les médias, c'est encore plus préoccupant. Hein, on a 2 grands sujets en ce moment dans les médias, c'est Zemmour et ses Zemmour, par exemple. Il y a, j'exagère peut-être, Covid et Zemmour. Mais Covid, bon, comme il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce qu'en fait, ça baisse, mais il faut essayer de faire mousser les trucs, alors on trafique les chiffres, etc. Enfin bon, beaucoup de choses comme ça. Parce que, par exemple, hier, moi, j'ai vu qu'il y avait 1000 nouveaux cas, mais d'une autre façon, c'était présenté comme étant 5000. Mais voilà, j'ai quand même vu le chiffre de 1000 de nouveaux cas. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on... Peut-être le nombre de cas de gens touchés, enfin, j'en sais rien, mais enfin bon. Donc, ça interroge. Alors, puisque j'y suis, on a quand même, puisque Alain en a parlé, on a quand même près de nous des gens qui ont pris parti, qui se sont attaqués au problème. C'est-à-dire, on a Barbara Stiegler, mais on a aussi, je crois que j'ai envoyé à Dominique et à Aline les documents d'un épidémiologiste qui est un de nos collègues à l'Université de Bordeaux, qui est quand même quelqu'un de brillantissime, qui a travaillé là-dessus, qui a pondu quelque chose. Et il me semble que notre bistrot politique pourrait s'honorer de les inviter tous les deux, éventuellement dans un débat complémentaire, ou l'un après l'autre. Enfin, ce serait quand même assez intéressant d'avoir le côté analyse politique et économique et sociétale, et de l'autre côté, l'analyse scientifique, par vraiment quelqu'un de qualifié, parce que quand Lynn dit qu'elle n'est pas spécialiste, on est 67 millions de Français ne pas être spécialistes. Cependant, nous avons tous une opinion sur le sujet. Bon, et on est aussi en droit d'avoir une opinion sur le sujet. Et c'est là pardon ? Oui, voilà. Et c'est là où je vais retrouver ce que dit Jean-Claude, c'est-à-dire que ce qui se passe quand même, c'est un contrôle, c'est déjà mis en place, Jean-Claude, je regrette, hein, c'est déjà mis en place le contrôle de plusieurs choses essentielles dans notre activité d'êtres humains, tout simplement d'êtres humains, comme par exemple le droit à gérer sa santé, à contrôler sa santé et à gérer son propre corps, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même. Et deuxièmement, c'est aussi les mobilités, la possibilité de se déplacer, etc., etc. Alors Jean-Claude, quand tu parles de contrôle des populations, ben, on y est déjà avec ce foutu pass sanitaire. C'est exactement ça. C'est un contrôle soft, mais c'est un contrôle des populations qui va servir de levier. Ah bon, vous n'avez pas votre 3e dose? Ah ben, tout est à refaire. Vous ne pouvez plus aller au cinéma, vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez plus faire ça. Si encore c'était qu'aller au cinéma, mais c'est toute une série de choses et d'activités qui nous sont essentielles. Et quand tu dis, cher Jean-Claude, que ça ne va pas se passer comme ça, ben, je regrette, ça s'est passé comme ça. Ça s'est déjà passé comme ça. Et ça s'est déjà passé comme ça par des manipulations des émotions, parce que quand même, il faut le dire, moi, j'ai quand même un certain groupe d'amis, des gens très fins, très cultivés, très informés. Je retrouve des gens terrorisés, des gens qui ont peur, mais même encore maintenant. Donc là, il s'est passé quelque chose, mais c'est sûr que le 1984, la manipulation des émotions, c'est déjà en place. C'est déjà en place et personne ne se rebelle. Parce que derrière, il y a tout le discours sanitaire, tout la peur qui est mise en place, et nos hommes politiques se retrouvent les poignets liés
pieds et poings liés, parce que s'ils se trompaient, s'il leur arrivait, quoi qu'ils en pensent, s'il leur arrivait de s'être trompés, de dire que, d'affirmer ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes, et s'ils se trompaient, ben, ils sont fichus. Parce que derrière, il y a un problème sanitaire, il y a des vies humaines, etc. etc. Donc, on est dans une situation, ça s'est déjà passé. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui s'est déjà passé? C'est-à-dire déjà cette privation des mouvements, cette privation de liberté, cette intromission dans nos affaires intimes, c'est-à-dire dans la gestion de notre santé. C'est pas rien, ça, quand même. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là avant de me chauffer un peu trop. Et je remercie en tout cas, encore une fois, non seulement ceux qui participent à ce débat, mais aussi au fait qu'il soit organisé. Merci Lynn, merci Dominique. Merci Marie. Je vais donner quelques éléments de réflexion, hein, mais c'est un complément. Alain veut parler, peut-être que… Je l'inscris Alain. Ah d'accord. Oui, je trouve que votre intervention est très intéressante parce que moi, vu mon âge, j'ai vécu 39-40. Je l'ai vécu vraiment de près. Et quand j'ai vu arriver la politique actuelle, je me suis tout de suite remémoré ce que j'avais vécu, parce que j'étais proche de l'action. Donc, j'avais que 4 ans, mais je veux dire, ça m'avait profondément marqué. Puis ensuite, j'ai suivi tout ce qui s'est passé pendant l'occupation. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a traité justement cette question du yo-yo? Parce qu'en définitive, la première période, pour créer la peur, on utilise le système du yo-yo. C'est-à-dire, on vous donne quelque chose, on vous l'enlève, on vous donne le système du yo-yo. Moi, je l'ai vu fonctionner dans mon environnement absolument particulier. La manière dont certaines administrations se comportent, je connais très bien le système du yo-yo. Donc, si vous voulez, premier temps, la peur. Et la peur est très, très bien décrite. Moi, j'ai retrouvé mes souvenirs d'enfant dans la manière dont Aragon décrit la débâcle. Je trouve que dans son ouvrage Les communistes, hein, qui aurait dû faire partie d'une grande fresque, puisqu'il n'y en a eu que 2 parties, tout d'un coup, je l'ai relu et je me suis retrouvé vraiment tel que j'avais vécu d'abord la débâcle, c'est-à-dire ce truc, on part, on revient, puis on vous dit, mais non, vous pouvez reculer, vous pouvez revenir. Et ça, Aragon le décrit très bien. Et ça crée une peur qui est sur laquelle, à ce moment-là, on ne sait plus quoi faire. On est dépossédé de soi-même. Et puis, au fil du temps, cette peur, elle se transforme en quelque chose qui est beaucoup plus fort, parce que c'est de la donnée psychiatrique, c'est-à-dire qu'on est sidéré par ce à quoi on assiste. Et là, la télévision joue un rôle, et ça a été signalé sur le côté de la télévision joue un rôle terrible, parce qu'on est complètement aliéné aux images et aux discours, et après, qu'est-ce qui reste? Les émotions qu'on a vécues par ce discours, on n'a pas le temps de l'analyser. Ou alors, moi, j'ai fait de l'analyse de films autrefois, mais on analysait en reprenant avec les moyens du bord les séquences de manière à voir comment c'était fait. Donc là, on n'analyse pas, on reçoit en bloc. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le discours de juillet de Macron, quand il décide justement le pass sanitaire, etc. Et à ce moment-là, véritablement, il nous sidère, c'est-à-dire qu'il nous donne la seule solution et que si on ne fait pas ça, on arrive à la catastrophe. Et ce qu'on oublie, c'est toute la seconde partie du discours, qui est passionnante à étudier. C'est-à-dire que ce truc de sidération nous amène, et ça je ferai référence au père de Barbara, c'était Bernard Stiegler, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans un moment où on n'arrive plus à penser.
on n'arrive plus à rêver par soi-même. On est prêt à accepter ce qu'on vous donne. Ce qui arrive à des cas psychiatriques très graves, hein, je veux dire. Et la société actuelle, à mon avis, est assez malade psychologiquement. Moi, je me trouve complètement... par exemple, je vais vous donner un fait idiot, mais quand j'ai été écouter le débat sur Engels, alors que je sais très bien où est la salle où a lieu ce débat, j'étais complètement perdu. Parce que 18 mois sans sortir, à un certain âge, on est perdu. Voilà. Donc, cette phase, moi, je trouve que c'est terrible parce qu'on est sidéré et par cette sidération, on perd toutes nos réactions à nous. Et j'ai beaucoup aimé, c'est Bernard Stiegler, justement, qui citait dans un de ses bouquins le film de Chris Marker, La Jetée. Moi, c'est ma génération, Chris Marker. Ben oui, vous êtes jeune, pas jeune. La Jetée. La Jetée, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va sur la jetée d'Orly, mais le Orly de l'époque, quand Orly a été construit, où on va voir les avions décoller et arriver, c'est magnifique, etc. Et les parents amènent cet enfant voir la jetée d'Orly, etc. Et puis là-dessus, il y a une prise de pouvoir, il y a la guerre, et toute l'histoire de la jetée, c'est qu'on va empêcher cet enfant de revivre ce qu'il a vécu, de le redire, de le reconstruire. On va l'empêcher de rêver, et à la place, on va lui donner d'autres rêves. Et ça, je crois que Bernard Stiegler le montre très bien, c'est-à-dire que par l'informatique, parce que l'informatique n'est pas une intelligence artificielle. Julia a écrit un bouquin remarquable où il dit « Arrêtez d'appeler l'informatique l'intelligence artificielle. C'est simplement des algorithmes les uns à côté des autres. » Alors, on peut parler des intelligences artificielles, mais enfin, ce mot intelligence artificielle s'impose justement parce qu'on est sidéré. On se dit, bon, ben, il va y avoir quelque chose qui va penser mieux que nous. Et voilà. Et on est à ce stade-là. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais je trouve qu'on vit une époque, moi, c'est passionnant, ça veut dire. Mais le combat, on ne sait pas comment le faire. Merci Alain. Je m'excuse. Hein. Non, tu n'as pas à t'excuser, au contraire. Et surtout de vous quitter un peu parce qu'il faut que j'aille dire bonjour à quelqu'un et je reviens. À tout de suite, excusez-moi. Hein. Pas de souci. Quelques éléments au regard de vos témoignages et des questions qui sont posées. Non. Tu peux parler plus fort, Dominique, ou mets-toi plutôt face au micro, s'il te plaît. Vous m'entendez là, c'est bon? Ça va mieux, ouais. Bien. Donc, moi, je n'ai pas de réponse miracle par rapport à toutes les questions qui nous sont soulevées et posées. Je partage l'idée que le capitalisme est en crise, mais en crise par rapport à son devenir, sa possibilité de se maintenir ou pas. Je partage l'idée, mais ça, ce n'est pas nouveau. Vous savez, il y a une trentaine d'années, s'était constitué un espèce de groupe de réflexion internationale qui s'appelait la Trilatérale. Donc, pour ceux que ça intéresse, je les invite à rechercher un petit peu les travaux de cette trilatérale. Et cette trilatérale avait abouti à la conclusion suivante, c'est que la démocratie, si elle se développait, était extrêmement dangereuse pour le maintien du système de domination économique et politique de l'époque. Donc je crois que ce constat qu'avaient fait les penseurs capitalistes de l'époque reste, à mon avis, d'une actualité brûlante. C'est-à-dire que les enjeux, les questions qui sont soulevées dans ce que nous vivons aujourd'hui en termes de crise de société, en termes de crise économique, en termes de crise, je dirais, des équilibres planétaires et environnementaux, je dirais, mettent l'humanité dans une situation de profonde interrogation. Alors, la question qui est posée, qui est posée au monde politique en général, c'est quelle décision et vers quoi s'orienter pour faire face à tous ces enjeux. Alors, évidemment, selon les groupes sociaux auxquels on appartient ou les classes sociales à laquelle on appartient, évidemment, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, certains qui sont en position de domination
ont envie de rester en position de domination et mettront tout ce qui est à leur disposition pour empêcher, je dirais, les peuples de prendre la parole et de pouvoir, je dirais, changer la donne, comme on dit, et voir ouvrir des perspectives d'alternatives dans le champ social, dans le champ politique, dans le champ démocratique. Je ne rentre pas dans les détails. Nous vivons suffisamment d'expérience, je dirais, pour vérifier tout ça. Et il y a deux, si vous voulez, je vais être un peu binaire, mais après, la vie, elle est beaucoup plus concrète et beaucoup plus riche que ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'il y a la tendance, soit on s'approprie jusqu'au bout le levier démocratique, et donc on nourrit la capacité des êtres humains à contrôler leur devenir, soit on développe ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la disparition de la démocratie. Et là, il y a tout un travail idéologique qui est en train de se faire sur la délégitimation de toutes les institutions, partis politiques, Assemblée nationale, gouvernement y compris, et un renforcement, je dirais, de l'idée de l'homme providentiel. Et si vous regardez un petit peu de quoi on est nourri dans cette actualité, malheureusement, on est en train de casser progressivement tout ce qui a pu être des constructions humaines vivantes à organiser notre vie et éventuellement à organiser la délibération. Et aujourd'hui, on est arrivé, je dirais, au bout de ce que la démocratie parlementaire, par exemple, ou l'organisation qui nous avait été proposée jusqu'alors, avait pu, je dirais, canaliser, entre guillemets, ou en tout cas permis la construction, comment dire, d'une pensée commune, hein, pour dire les choses comme ça. Ce qu'ont besoin, en fait, les sociétés pour pouvoir durer, c'est de partager plein de choses, et en tout cas une histoire commune. C'est pour ça que vous avez vu pendant très longtemps que la chose historique a été aussi constitutive, je dirais, de la société française telle que nous la connaissons, qu'à un moment donné, on a y compris produit des histoires officielles permettant de légitimer des ordres politiques et notamment la colonisation, pour prendre un exemple très concret, et bien d'autres choses encore. Et aujourd'hui, je pense qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on est devant, non pas un vide, mais disons une espèce de bifurcation qui est devant nous. Il y a plein de gens qui des fois, ont peur hein, de bifurquer ou de s'attaquer, ou en tout cas de se plonger dans un avenir qui n'est pas pré-programmé, prédéterminé. Et souvent, on sait bien que devant le nouveau, on a, je dirais, du mal à passer le cap. Et toute la question aujourd'hui, et c'est ce qui manque évidemment dans notre pays, y compris dans la plupart des forces politiques de gauche, y compris le Parti communiste, hein, je le mets dedans, c'est de renouveler la capacité à produire de l'expérience, de l'expérimentation sociale et humaine qui permettent de faire vérifier dans la pratique quotidienne que finalement le changement c'est possible et que la production d'une nouvelle société c'est possible et la construction d'une nouvelle société c'est possible, celle dont on a besoin pour dépasser le capitalisme. Seulement le problème c'est qu'aujourd'hui on sent bien qu'on est en difficulté parce que les tentatives qui ont eu lieu, je dirais, de dépasser le capitalisme et les modèles qui ont été proposés n'ont pas marché. Et en tout cas, pour certains, se sont effondrés. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement un problème de vide, en tout cas qui peut être ressenti comme tel. Parce que, par exemple, si je prends un exemple très concret, dès qu'on évoque le mot de communisme, bien tout de suite, qu'est-ce qui vient immédiatement sur le devant de la pensée? C'est ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Ou ce qui peut aujourd'hui se passer en Chine avec les déformations éventuelles qu'il peut y avoir. Ah non, mais il y a les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la réalité, mais il y a aussi les déformations des représentations qu'on peut s'en faire. Il y a les deux. Et donc voilà, on est face à cette situation-là. Et dans cette situation, on a aussi un problème de fond, hein, qui est le problème de la maîtrise, de la compréhension, je dirais, de tout ce qui est en train de se passer
au niveau des technologies nouvelles, notamment sur les technologies du vivant. Je dis ça pourquoi? Parce que ça a un lien avec ce qui s'est passé au moment du Covid et avec certaines mobilisations qu'on a connues récemment. Eh bien, c'est que ces nouvelles techniques qui sont utilisées pour les nouvelles méthodes vaccinales n'ont plus rien à voir avec les techniques précédentes. C'est-à-dire, on développe pas, on n'atténue pas la virulence, je dirais, du virus pour un virus diminué, pour stimuler les défenses immunitaires des individus. Là, on est passé à autre chose, une nouvelle technologie qui joue sur l'information qui est transmise au niveau cellulaire et au niveau, je dirais, des processus vivants. Et donc, on est un peu dans la transgénèse, quoi, hein. On est un peu dans l'OGM, quelque part. Hein. En tout cas, c'est ressenti comme ça. Et comme les gens n'ont pas forcément ni la maîtrise de ce savoir qui est en train d'émerger, de ces nouvelles techniques de travail sur le vivant, évidemment, ça crée de la peur. Et c'est normal. Je dirais que moi, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur les gens qui disent « Ah ben attendez, je ne veux pas me vacciner parce que je ne sais pas les conséquences de ce vaccin, je ne sais pas si c'est vraiment un vaccin ou si c'est une nouvelle technologie qui va servir à autre chose qu'à nous vacciner. » Vous voyez, je ne rentre pas dans le débat technique, il faudrait avoir des biologistes qui nous en parleraient beaucoup plus précisément. Voilà, il y a tous ces éléments qui se confrontent. Alors, est-ce qu'on est complètement, comment dire, on est en difficulté complète pour avancer? Je ne crois pas. Le problème, c'est que les enjeux sont énormes, touchent évidemment la dimension internationale, comme ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, mais en même temps, c'est ça qui est toujours contradictoire, je dirais, dans toute société humaine, c'est qu'il y a à la fois des éléments de frein, je dirais, aux évolutions nécessaires, et puis il y a aussi des éléments, je dirais, qui expérimentent. Le vivant, c'est ça, hein, on fait partie du vivant, qui expérimentent justement et qui permettent d'ouvrir de nouveaux possibles. Et dans l'ouverture de nouveaux possibles, c'est ce que aujourd'hui, malheureusement, les forces politiques n'arrivent pas, je dirais, à investir cette nouvelle façon, je dirais, de voir le rapport à la société. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais il y a un formidable livre là, qui vient d'être publié par une ancienne présidente d'Attac, Aurélie Trouvé. Je trouve qu'elle revient sur des réflexions qu'on avait engagées il y a déjà une trentaine d'années, y compris à Espace Marx, sur les rapports entre le politique et le social et l'associatif, en gros, c'est-à-dire sur le rapport qu'établissent les forces politiques avec la créativité et l'intelligence humaine. Alors, voilà, on a un choix à faire aujourd'hui. C'est est-ce qu'on fait le choix de l'intelligence humaine partagée, et donc est-ce qu'on fait le choix de faire confiance évidemment au peuple, alors sans naïveté, avec toute une série de questions qui se posent, ou est-ce qu'on fait le choix d'une solution dirigiste? Et c'est là que, évidemment, on a deux types. Je dirais, la solution dirigiste, on la connaît depuis, je dirais, l'Antiquité, hein, donc sous des formes qui se sont renouvelées dans l'histoire humaine, mais on la connaît. Et c'est ce que fait Macron hein, aujourd'hui, et y compris vers des formes autoritaires. On est sous un capitalisme autoritaire aujourd'hui, hein, pas qu'en France, dans le monde. Donc la question est, est-ce qu'on est capable, je dirais, est-ce qu'on est en capacité, voilà, d'ouvrir des portes? Je n'ai pas de solution, mais j'ai intuitivement le sentiment que des possibles sont là, qu'ils ne sont pas forcément utilisés et valorisés comme il le faudrait, mais que je fais confiance à la capacité des êtres humains à construire une... D'abord, ils le font quotidiennement. Hein. Je vais prendre un exemple. Ils n'ont pas attendu la décision politique, par exemple, pour développer le mariage gay, ou faire en tout cas la reconnaissance de la vie de couple de même sexe. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se sont... J'ai pris cet exemple sociétal, hein, mais je pourrais prendre des exemples très concrets dans les luttes syndicales, dans les luttes sociales, au-delà de cette question. Voilà, je m'arrête. Qui est-ce qui souhaite peut-être Lynn, à partir des éléments qu'on a partagés?
Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Je trouve que c'est intéressant que ça permette d'amener des éléments divers et d'élargir un peu le sujet, ce que j'ai introduit. Après, ouais, je reste quand même un peu... Enfin, ce que tu viens de dire sur la question de la démocratie dangereuse pour le système d'économie capitaliste, ça j'en suis convaincue, mais du reste, ça fait longtemps que notre système a pris le large par rapport à une véritable expression démocratique. On n'est pas dans un régime dictatorial au sens d'une forme politique ad hoc, mais néanmoins, le modèle démocratique, je trouve qu'il est relativement formel. Et justement, sur cet aspect-là, il me semble qu'on devrait être en capacité de... Enfin, il faudrait qu'on arrive à se donner des moyens pour renouveler le modèle démocratique de façon immédiate. C'est ce que je pense qu'il y a des tentatives ici ou là de participer à des enfin, de monter des collectifs, d'essayer d'avoir des formes de travail diverses et variées, etc. Mais aussi d'avoir des propositions un peu plus construites y compris pour un projet de société durable, et notamment dans les logiques électorales à venir, parce que, à mon sens, on ne renouvellera le fonctionnement démocratique valablement que si on fait que chacun puisse se réapproprier le politique, que ce ne soit pas une affaire de professionnels. Donc ça veut dire toute une recomposition des rôles et de l'implication de chacun. Moi, je dis souvent, on a aujourd'hui notre norme, c'est 35 heures de travail. C'est beaucoup, ça pourrait être moins. Mais même, admettons qu'on repasse à 30, allez, dans les 30 heures de travail, il faudrait qu'il y en ait 5 d'office, inclus dans les 35 heures, dans les 30 heures payées, qui soient des heures de contribution, enfin d'implication politique, avec qui à la commission des espaces verts participe ici à une chose, qui machin, etc. Enfin bon, je ne sais pas, faire qu'on soit dedans, quoi, et qu'on ne soit pas juste... voilà, et lâcher, enfin, et faire que tous ces mandats de gens qui deviennent des pros de la politique soient jetés. Parce que c'est ce qui nous conduit finalement à une impasse démocratique, parce qu'à un moment donné, ils prennent la main et puis c'est tout, quoi, quel qu'il soit. Donc là, je pense qu'on est quand même discret dans les mouvements politiques sur tout ça, et que ça fait besoin. Voilà, et peut-être qu'on pourrait avoir un petit travail là-dessus, et chercher à voir comment on peut l'initier dans le concret en déjà stimulant, parce qu'il y a des choses qui existent, les commissions extra-municipales. Moi, je me souviens, en tout cas, à une époque où j'étais en région parisienne, je participais comme ça des commissions extra-municipales. Voilà. Ça existe. On peut trouver ça. Il y a les conseils de quartier ici, les machins et choses, donc voir un peu tout ça. En tout cas, c'est un point important. Je pense que je suis assez convaincue, d'ailleurs, le capitalisme ne s'y est pas trompé, qui a effectivement participé largement à casser les outils de l'expression démocratique, qui sont aujourd'hui très factices pour beaucoup d'entre elles. Alain, tu souhaites intervenir? Oui, moi, il y a un exemple de la manière dont un signe très fort, justement, de la destruction de ce que vous venez d'expliquer, c'est la suppression des comités d'hygiène et sécurité. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, hein, de voir tout d'un coup que ce comité d'hygiène et de sécurité, qui était quand même la participation dans l'industrie de des personnes qui travaillaient, et tout d'un coup, ce truc est supprimé pour le remettre dans un autre comité, dans le fond, où il a pratiquement plus de voix. Et ça, je crois que c'est un signe très, très fort, parce que les comités d'hygiène et de sécurité, c'était quand même des lieux de débat sur la manière dont l'homme était pris dans l'entreprise
avec ses problèmes, sa santé, etc. Et sa protection pour pas qu'il y ait des accidents trop souvent, etc. Et ça, je pense que là, il y a des signes comme ça très forts. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je ne sais pas si vous avez, vous, de votre côté, le même ressenti quand tout d'un coup a été décidée cette suppression, en donnant une petite partie quand même. J'ai envie de... Voilà. Non, mais ce que tu dis, Alain, est tout à fait juste. C'est la transformation, et c'est vrai dans les entreprises privées, et c'est vrai dans la fonction publique. La nouvelle loi de transformation de la fonction publique est en train de faire la même chose, de vouloir faire la même chose dans les services publics que comme dans les entreprises. Mais là encore, voilà, comment on aborde ces questions-là? C'est-à-dire qu'il y a d'abord le constat critique juste, mais une fois qu'on a fait le constat critique de cette situation, comment on se positionne? Et moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on apprenne à faire du judo. Il faut qu'on apprenne à faire, je dirais, à retourner une situation, évidemment, dans le sens des intérêts des salariés, évidemment, pas dans le sens du maintien des objectifs que les autres se sont assignés. Tout simplement en repartant de ce que sont les besoins des salariés. Et les besoins des salariés, c'est effectivement de disposer d'instances, de pouvoir intervenir dans la gestion de l'entreprise. Et donc d'avoir des instances où leur parole porte, puisse contester, y compris les choix du patron. Et de ce point de vue-là, que ce soit dans un service public ou dans une entreprise privée, il faut repartir à la conquête ou à la reconquête, je dirais, de ces outils. Et ne pas considérer que c'est fatal, qu'on a reculé, qu'on a perdu une guerre. En guerre, il faut être de plus en plus léniniste, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire un pas devant, 2 pas derrière s'il y a besoin, et on repart en avant. Et la question, c'est, on conserve, je dirais, une vision. Là, on a besoin, évidemment, d'avoir des visions collectives partagées. Mais je pense que du point de vue des attentes collectives partagées, il y a plein d'endroits, il y a plein de terrains sur lesquels on a du commun qui est très fort et très structurant. Et que même, y compris dans la société, il y a plein de gens qui, justement, ont du commun partagé. Je pense à la sécurité sociale. Et la manière dont ces enfoirés se sont servis du Covid pour mettre les caisses de la sécurité sociale à sec, pour utiliser l'argent public et l'argent de la sécurité sociale pour alimenter les caisses du privé. Enfin, ça a été extraordinaire pendant les deux dernières années qu'on a passées. Et en même temps, il faut qu'on prenne le temps, justement, d'analyser ces phénomènes pour montrer qu'aujourd'hui, et continuer à éclairer la population et travailler avec les gens, pour montrer que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui sont assistés, ce n'est pas la population qui est assistée, c'est les entreprises, c'est les capitalistes qui sont plus qu'assistés. On fait des transferts de pognon régulièrement de la poche des salariés, de la poche des contribuables vers les poches des patrons, des actionnaires et des entrepreneurs. Donc voilà. Et alors c'est vrai que de ce point de vue, ça a été extraordinaire le Covid. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait un pognon dans le fer. Je veux dire, ceux qui, par exemple, ont spéculé à la bourse. Au moment où la crise, vous savez qu'à un moment donné, la bourse, elle s'est cassée la gueule. Sauf qu'elle est remontée très, très vite quelques temps après. Et ceux qui avaient de l'argent disponible, les plus riches, comme d'habitude, en ont profité pour racheter à bas prix, je dirais, les actions du CAC 40 et des grosses entreprises. Et je peux vous le dire, un an après, se sont fait des couilles en or. Alors, ça, c'est le capitalisme et c'est la dimension parasitaire la plus terrible de ce que nous venons de vivre. Mais après, il y a tous les effets que les uns et les autres, on a évoqués en termes de perte d'expérience, parce qu'il y a eu perte d'expérience pendant la période de confinement. Je suis d'accord avec ce que disait Alain, entre autres, mais on l'a tous vécu. La difficulté à ressortir, la difficulté à retourner dans des lieux collectifs, la difficulté à revivre des choses ensemble. Moi, je l'ai vécu. Je ne sais pas si vous l'avez vécu intimement et individuellement. Je l'ai vécu. Et il faut faire effort, alors qu'on fait partie, je dirais, des gens, guillemets, qui ont une vie intellectuelle relativement riche, qui ont pu, je dirais, compenser
l'effet de solitude ou l'effet de confinement, mais je pense à ces millions de gens qui ont été privés de vie humaine et sociale. Alors, ils se sont repliés sur la vie familiale, bien entendu, hein, mais de vie sociale, et qui ont perdu, par exemple, l'habitude d'aller manifester. Je ne sais pas si on se rappelle quand même. Avant le confinement, il y avait, comme l'a dit tout à l'heure Lynn, il y avait le confinement, il y avait des grands mouvements sociaux importants hein, qui traversaient y compris l'université sur les questions de retraite, mais pas que. Et que, évidemment, tous ces mouvements ont été mis sous l'éteignoir du confinement. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, on sort petit à petit de l'esprit confinement et il s'agit de reconstruire, je dirais, de l'intervention humaine et sociale dans une société qui a été anesthésiée pendant 2 ans, 3 ans même, 2 ans et demi. Voilà. Ouais, c'est comme ça que je vis les choses. Et j'ai envie de dire, l'énergie qu'on sent au fond de soi-même, cette colère terrible que nous portons vis-à-vis de ce système, comment on va lui donner un débouché, je dirais, utile, qui va permettre de bouleverser la situation politique actuelle. Et bah, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin de ça. Ça, c'est évident. Marie, Jean-Claude, Sophie, qui n'est pas intervenue, si elle le souhaite. Oui, excusez-moi, je ne mets pas l'image parce que j'ai une très mauvaise connexion. Je suis en vacances dans le Lot et c'est pas top. Du coup, quand j'ai vu que c'était... Bah oui, quand j'ai vu que c'était toi, Aline, j'ai dit quand même, je suis toute seule en vacances, j'ai le temps d'écouter ma petite Line, voilà. Ah, c'est sympa. Et bah oui, surtout que tu nous avais déjà interpellé là-dessus, et quand j'ai vu que tu... Voilà, que... le sujet. Voilà. Mais du coup, alors voilà, je me suis déconnectée un moment, j'ai mangé vite fait, je suis revenue pour... vous avez peut-être dit des choses que je vais répéter. C'est pas grave. En fait, c'était pour en revenir au Covid. Je partage beaucoup ce que dit Lynn, mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même eu un espèce de virus, alors que tu as peut-être raison qu'il n'était pas si grave que ça, mais j'ai la sensation qu'on a déclenché tout un pataquès. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, hein. Parce qu'en fait, ce virus, il attaquait des personnes assez fragiles, dont on connaît les profils. Et en fait, on a mis tout ça en branle pour... Alors, c'est dur ce que je vais dire, pour sauver ces personnes. Mais bien sûr que, de toute façon, vous allez dire, bah, c'est normal, on peut pas, c'est pas parce que nous, voilà, on n'a pas tous les critères a priori, machin, qu'il ne faut pas protéger les autres. Mais c'est vrai que ça paraît énorme par rapport au nombre de personnes qui étaient susceptibles d'être plus touchées. Et en même temps, je trouve que ça a été beaucoup de sacrifices pour toute une génération, que ce soit côté des étudiants également, tout un branle-bas-le-combat, enfin des choses dont ont profité certes les capitalistes à mettre en place, etc. Mais en même temps, vous voyez, je crois qu'il y a des choses, ils ont accéléré, il y a des choses, il y a des retours de bâton. Vous allez me dire, ils sont toujours... Le capitalisme a l'art et la manière de s'adapter aussi aux problèmes qu'il crée, mais cette histoire d'inflation qui nous arrive là, et la hausse des salaires qui devient voilà, de plus en plus... là, le patronat commence à s'inquiéter quand même, hein. Ils savent, à un moment donné, ils ne vont pas tenir longtemps comme ça à dire oui, des primes, oui, non, ils vont être obligés d'augmenter les salaires, à moins que. Voilà, à moins que vous voyez, et ça, tu vois ce que je veux dire, Lynn, il y a des choses, oui, côté par exemple télétravail, ils en ont profité pour déstructurer plein de choses, enfin, c'est horrible. Et par exemple, je ne cite que le télétravail, mais on sait que dans d'autres domaines, mais en même temps, il y a des retours de bâton de cette crise. Oui, des choses qu'on a déjà connues à d'autres époques d'ailleurs, hein, suite à une crise quelconque, en fait, pas que liée au Covid, où à un moment donné, ça crée une situation sociale que je sens peut-être explosive. Alors, après, vous dire que tu as raison, il y a moins de gens qui redescendent dans la rue, on dirait qu'il y a
Alors, j'ai lu dans un article que ça s'appelait le syndrome de la cabane. Oui. Ah oui. Hein, voilà. Et donc, je crois qu'on est en plein dedans. Mais bon, même parmi des camarades hein, qui ne veulent pas revenir, hein, je te le dis, hein, que ce soit dans les instances syndicales, c'est pas facile. Voilà, d'autres, nous, on demande, moi, je ne demande que ça, par exemple. Et pourtant, je n'ai pas souffert de la solitude en confinement, mais je ne demande que ça, que de parler de vive voix face à des gens, voilà, face aux personnes. C'est parce que pour moi, c'est la base de la communication. Mais voilà, il y a peut-être que moi qui pense comme ça, ou j'en sais rien, ou on n'est pas tous. Mais enfin voilà, c'est pour dire qu'il y a ça, et je me dis que peut-être que cette explosion-là, où il va y avoir une situation très, très. Eh ben, peut-être que ça va faire ressortir les gens aussi, mais j'espère que ce sera de façon maîtrisée, vois-tu, parce que ceux qui ressortent et qui foutent le bazar, ça, ils sont bien partout. Eh ben, c'est les fascistes, hein, c'est dans les manifestations, ils n'ont pas peur de se montrer, de foutre le bazar, d'attaquer des militants de divers partis ou de syndicats, et c'est ça un peu. Est-ce que ça ne fait pas peur aussi, quoi? Voilà, j'arrête là. J'ai balancé 2, 3 trucs comme ça, excusez-moi, c'est un peu. Mais ça fait partie de la discussion, bien sûr. Tout à fait, merci Sophie. Tu veux réagir, Lynn, ou sinon quelqu'un d'autre, hein, il n'y a pas de souci. Marie, Jean-Claude, Anne, Alain. Non, je dirais un mot si personne n'a envie de dire quelque chose immédiatement. Ce que disait Sophie à l'instant, ça me faisait revenir sur un aspect qui est formulé dans la loi relative à l'état d'urgence. Elle parle du fait que, évidemment, on donne la main à l'exécutif pour prendre forcément des mesures nécessairement adéquates et proportionnées à la teneur du problème à chaque moment de son histoire. Or, effectivement, c'est juste, on se cantonne à ces éléments-là du plan d'urgence, on se rend compte que d'abord, on ne nous donne pas les éléments pour l'apprécier, mais que si on fouille un petit peu, il est évident qu'on est absolument en dehors de ces critères-là quand les mesures sont prises. Et ça, ça fait partie de l'organisation de l'état de sidération qu'évoquait notamment Alain tout à l'heure, et qui a pour pendant la servilité totale, l'anesthésie et la servilité de la population au bout d'un moment, quoi. Et donc c'est hyper grave d'être soumis à cette politique-là qui est quand même... Alors, moi, je ne nie pas qu'il y ait eu un virus, qu'il soit sans doute un peu plus méchant que... En tout cas, on ne l'attendait pas, contrairement au virus de la grippe. Alors, il a au moins eu un effet surprise, peut-être. En tout cas, peut-être, parce qu'en même temps, on nous a dit aussi que les coronavirus, on savait qu'il y en avait dans l'air et que ça allait venir un jour ou l'autre. Alors, bon, j'en sais rien. Alors, son heure n'était peut-être pas annoncée, mais enfin, qu'importe. En tout cas, il y a un virus qui a des effets tout à fait ennuyeux sur la santé de certaines personnes et potentiellement de beaucoup. Bon, d'accord. Mais il y a tellement d'énormes problèmes de santé qui ont des conséquences très graves aujourd'hui. Enfin, les maladies chroniques qui se sont développées toutes ces 30 dernières années, et peut-être davantage, je ne sais pas, moi, compter les années, ce n'est pas mon fort, mais enfin voilà, en tout cas, c'est aussi important et bon, finalement, ça passe sous silence. J'entendais justement dans la conférence de Didier Fassin, il disait clairement que pour lui, ce qui faisait le caractère exceptionnel, unique de
de cette pandémie, c'était pas tant le fait que ce soit à dimension internationale, puisque la grippe avait déjà cette dimension, que c'était pas tant non plus le nombre de morts, parce que le sida avait fait beaucoup plus de morts, mais que c'était en fait dans la manière d'aborder ce phénomène et de le gérer, et dans toute la construction qu'on avait faite autour du phénomène initial lui-même, qu'on avait effectivement généré quelque chose de tout à fait exceptionnel, propre ensuite à tenir le peuple dans le creux de la main, quoi. Enfin, là, c'est moi qui le traduis comme ça, hein. Mais voilà, enfin, et ça, je veux dire, quel silence face à ça, quoi. C'est ça, c'est pas possible, quoi. Je continue de le dire. Voilà. Est-ce qu'avant de se séparer, quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Jean-Claude? Marie? Oui, exactement. Quel silence face à ça? Est-ce que, je réitère ma suggestion, est-ce que nous, à Espace Marx, on peut essayer quand même de continuer à réfléchir, même si on est 8, etc., en invitant les deux intellectuels enfin intellectuels non, puisque l'un est un scientifique, mais enfin bon, les deux personnes que j'ai suggérées tout à l'heure, ce serait intéressant. Très bonne idée. Comment? Redonne leur nom, Marie. Écoute, oui, d'accord, tu me donnes leur nom, mais je veux dire Comment? Redonne-nous leur nom. Ah ben, Barbara Stiegler, ça je crois que tu la connais suffisamment, et je crois Bourdino, Boudino, hein? Bourdino, voilà. Ils sont tous les deux sur Bordeaux, donc profitons-en. Lui, il est à l'université de Bordeaux dans un laboratoire d'immunologie, je crois, ou de sérologie, je ne sais plus. Ouais, c'est quelqu'un de très reconnu aussi. Moi, je suis très partante pour qu'on puisse retenir cette proposition que tu fais, Marie. Et je la croise, excusez-moi, je la croise avec... j'avais lancé l'idée qu'on introduise aussi ce sujet dans les conférences de l'Université populaire de Bordeaux, parce que je pense qu'il faut que ce débat s'ouvre, quoi, que les gens se sensibilisent, qu'ils entendent, qu'ils puissent réagir, dire aussi comment... Voilà. Donc moi, je ne sais pas si c'est ce moment-là, si c'est l'heure, si ce n'est pas l'heure, peut-être, enfin voilà, donc je le dis comme ça, à toutes fins utiles. En tout cas, pour le moins, retenir ta proposition au niveau d'un bistrot, ça me paraît très bien. Non, mais moi, merci. Personnellement, au niveau d'un bistrot ou d'autre chose, hein, je veux dire que personnellement, je trouverais très bien qu'on puisse organiser une table ronde avec Fassin, Stiegler et Bourdino, hein, il n'y a aucun problème. Alors le seul truc, je crois, c'est que Jean-Paul Bourdino, que je connais, je ne suis pas sûr qu'il soit en France. Mais, on peut le faire en mode visio. Hein. Bon, voilà, Jean-Paul, je crois qu'il est en Pologne, peu importe, il a rencontré quelques difficultés pour pouvoir venir et être pris en charge professionnellement. Bon, mais c'est un détail. L'idée, c'est quand même d'aller vers une table ronde. Donc, ceux qui ont les contacts avec Barbara, je les invite à la contacter. Jean-Paul, je veux bien le contacter, il n'y a pas de souci. Et ceux qui ont le contact avec Didier, même chose. Hein, donc, on peut peut-être se donner l'objectif collectif d'aller vers ça. Soit en présentiel, soit en visio. Qui c'est qui a un contact avec Fassin? Parce que moi je le connais que sans le connaître, quoi. Enfin, je le connais, voilà, parce que j'ai fouillé, parce que j'avais son nom dans la tête d'il y a fort longtemps, mais je ne le connais pas, je n'ai pas de contact, je veux dire, avec lui. Après, on peut toujours prendre contact. Et on se donne l'objectif d'aller vers ça. Hein, on essaiera de trouver le moyen de récupérer les coordonnées de ces personnes. Ça peut être un bon atterrissage, je dirais, de la soirée. Voilà. Ce que je pense pour le prochain bistrot politique, j'ai envie d'organiser ça au prochain conseil d'orientation mardi, mais j'ai envie d'inviter des jeunes à venir nous parler et
nous parler de la rentrée scolaire et universitaire et nous faire part un petit peu de la manière dont eux, ils ont vécu les choses et dont ils envisagent évidemment de se réapproprier leur avenir. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Sinon, je propose que Lynn nous fasse partager 2 ou 3 mots avant qu'on parte manger ou qu'on parte retrouver sa famille. Excuse-moi, c'est quand le prochain conseil d'orientation? C'est lundi, c'est ça? C'est mardi, non. Le lundi, c'est. Ah, c'est pas mardi. Non, oui, c'est la Toussaint, donc lundi, ça m'étonnerait. Ah oui. Pas mardi, hein. C'est lundi. Ah d'accord, tu l'as déplacé alors, ok. Voilà, oui. Okay. Jean-Claude, la réunion du Cercle Condorcet risque d'être déplacée d'1 semaine. Hein. Bon, ça, Ok. Voilà. Merci. Très bien. Lynn? Ah ben juste, je dirais que je suis contente que nous ayons été quelques-uns autour de ce sujet pour en discuter. Puis j'espère qu'on va pouvoir prolonger. Voilà, je vous remercie. Merci donc à tous et à toutes. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et merci pour toutes vos contributions. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi.